Chers amis, bonjour. Bien, vous voyez, un petit gros plan pour débuter la petite capsule vidéo sur le ROV. Je vous avais promis une suite après le démontage. Et ça, ce gros plan, vous voyez, cette aiguille là sur 11, je vous dirai après ce que c'est. Ça fait mon bonheur du jour, et même beaucoup plus. C'est la récompense d'un gros travail très pénible sur le ROV pour restaurer l'étanchéité, tout simplement, depuis maintenant presque un quart d'heure. Le ROV me montre qu'il est étanche, il est sous dépression d'air, l'enclosure électronique, là, le tube électronique et le tube batterie qui est dessous, qui ne comporte pas de batterie mais qui est fermé. Vous voyez, par ces petits tuyaux, ces petites durites, j'ai pompé l'air qu'il y avait à l'intérieur. Alors, je ne parle pas de vide volontairement parce qu'on n'est pas au vide parfait, bien entendu, on est loin de là. Mais on a une forte dépression d'air dedans et depuis maintenant plus de 15 minutes, l'aiguille ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite d'air, il n'y a pas donc de fuite d'eau, a priori, si je le mets sous l'eau. Voilà, donc c'est un super nouvelle. J'ai réussi à restaurer l'étanchéité de l'animal, non sans mal, parce que au fil des démontages des câbles, ce qu'on appelle les pénétrateurs, ce sont des presses-étoupes, hein, plus simplement appelés par les électriciens presse-étoupe. Vous voyez toutes ces pièces qui permettent au câble de traverser le flasque en restant étanche. En fait, c'est un joint qui vient serrer le câble à l'intérieur, à la manière d'un point qui serrerait un fil pour essayer de rendre la jonction étanche. Et ces pénétrateurs, ils étaient extrêmement mal montés. Bon, c'est de l'histoire ancienne maintenant, c'est fait, c'est fait. On a tout redémonté, on a tout remonté. On est parti sur des pièces neuves. Je remercie mon partenaire ROV Expert, d'ailleurs, qui m'a approvisionné à une vitesse hallucinante en pièces neuves. C'est quasiment du jour au lendemain. Il a du stock, c'est super et il est très accommodant. Voilà. Donc on a changé tous les pénétrateurs. C'est une très grosse opération. Il y en a plus de 16. Et, euh, et on a quelques nouveautés. J'ai installé une prise qui n'existait pas qui va me permettre de retirer un instrument qui s'appelle l'USBL, l'instrument de navigation. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur l'USBL un petit peu plus tard. C'est quelque chose qui est assez passionnant. Ça permet de se positionner sous l'eau. C'est une sorte, attention, hein, ce n'est qu'une analogie de GPS sous-marin. Le GPS ne fonctionne pas sous l'eau, bien sûr, mais ça remplace le GPS que nous ne pouvons pas avoir. Voilà, je vous expliquerai comment ça marche. C'est un système assez simple et relativement fiable. Donc là, voilà, le ROV va rester à l'épreuve, un petit moment, je pense. Il a perdu un demi-pouce en 20 minutes, ce qui est largement dans les tolérances, hein, qui sont de 1 pouce de pression toutes les 10 minutes ou 15 minutes. Donc il est très étanche, il n'y a pas de souci. On y est enfin arrivé. Voilà. Alors pour la petite information, ceux que ça intéresse, oui, mon manomètre ici qui tire au vide, en fait, au lieu de mesurer une pression, il mesure une dépression, si vous voulez. Il est gradué en pouces, oui, absolument. C'est assez étonnant et je vous referai une capsule vidéo d'ailleurs parce qu'on rejoint en ça des notions de technique d'altimétrie pour les appareils volants, les drones notamment. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tout simplement un système anglo-saxon. Ici, on parle en pouces de mercure. Donc, des pouces, c'est bien une unité de distance. Oui, bien sûr, un pouce vaut à peu près 2,54 cm. C'est assez facile, il fait à peu près la largeur de votre pouce à l'endroit le plus large. Donc, si vous mesurez, ça vous donne un petit aide-mémoire. Il fait à peu près 2,54 cm le pouce. Et oui, j'ai tiré à 10 pouces de mercure, donc c'est assez surprenant. Oui, il y a bien une histoire de 10 fois 2,5 cm, il y a bien 25 cm 40 quelque part. Alors je vous réexpliquerai ça, je vous détaillerai ça en vous montrant ce qu'est un baromètre de Torricelli qui fonctionne avec une colonne de mercure et on mesure la hauteur de la colonne en fait, en fonction de la pression. Voilà. La pression maximale, la dépression maximale, d'ailleurs on la voit ici, vous voyez, il est gradué jusqu'à 30, c'est pas un hasard, puisque la pression atmosphérique que nous avons en moyenne 1013 hectopascales, dans des situations juste anticycloniques ou qui ne sont pas dépressionnaires, la pression standard sur Terre, 1013 hectopascales, c'est équivalent à 29,98 ou 99, j'ai perdu le centième, pouces de mercure. Donc 29,9 pouces de mercure, c'est, on va dire, si je tirais au vide à 29,9 pouces de mercure, à 30 pouces, j'aurais un vide quasi parfait à l'intérieur.
C'est pas possible, hein. Et il ne le faut pas parce qu'on casserait tout de toute façon. Et là, j'ai tiré à 10 pouces, ça vous donne une indication à peu près du vide qu'il y a à l'intérieur. Je suis à peu près à un tiers de la pression atmosphérique Donc un tiers de la pression atmosphérique normale, ça représente à peu près 330 hectopascales. C'est-à-dire que dans ce cylindre, j'ai enlevé un tiers de la pression atmosphérique et il ne règne plus que 2 tiers. C'est-à-dire que sur l'extérieur du cylindre, la pression est d'environ 330 hectopascales au centimètre carré, c'est-à-dire 0,3 kg au centimètre carré. C'est énorme, énorme, hein. Il s'exerce plusieurs dizaines, voire centaines de kilos sur le tube. Donc voilà, enfin terminé. Je vous remets une petite vision de la bête. Alors c'est un peu le bazar sur l'atelier, j'ai pas rangé, j'ai tout dehors. J'ai tous les ballasts à remonter, les flotteurs, les cache-flotteurs, la barre d'attache. Je vais faire plein de modifications, d'améliorations. Il me reste un gros travail. Alors je ne peux pas le lever parce que le tube n'est pas fixé. Mais on voit dessous que les câbles, c'est un énorme bazar. Voilà. Donc on va faire ce qu'on appelle en anglais du cable management, de la gestion des câbles. C'est-à-dire qu'on va patiemment maintenant, une fois le tube remonté, venir passer les câbles alors, au bon endroit, les attacher avec des petits serre-flex. Et essayer autant que possible de ne pas les couper, de ne pas les raccourcir. On a toujours besoin de mou quand on fait des travaux dessus après qu'on les reprend. Donc c'est pas facile, c'est pas un travail d'une grande technicité, mais ça peut être très, très pénible, très long à faire. Voilà. Et ensuite, on finira par remonter toute la bête avec mon amélioration, je vous en reparlerai de celle-là, de mon sonar qui est monté en tête du ROV, qui va donc avoir la possibilité d'avoir une vision d'un petit peu plus haut. Vous voyez, c'est un sonar 360, c'est un échographe comme un radar. Et en fait, on va pouvoir l'incliner un petit peu de manière à ce qu'il voit un petit peu plus bas. Un petit peu moins loin du drone que d'habitude. Voilà, j'ai fait des petites modifs dont on reparlera sur le terrain. J'ai mis les feux à l'extérieur, c'est mieux pour la caméra que là où ils étaient à l'intérieur. On a moins de flair sur le dôme, on a moins de reflets. Puis il va y avoir d'autres petites modifs parce que je vais rajouter du ballast. On va faire des petites boîtes dessous, on va mettre du ballast supplémentaire parce que dans cette config, il est un peu lourd. Et il a tendance à descendre vers le fond alors qu'en fait, il faudrait exactement le contraire. Voilà, chers amis, je vous remercie de votre attention et puis la prochaine étape, c'est la mise à l'eau et le test grandeur nature. Je ne manquerai pas de vous faire des images et puis là, ça va être l'heure de vérité, hein, parce qu'ici on a simulé une profondeur d'eau d'à peu près 3 mètres, à 3-4 mètres, mais quand il va être à 8, 10, 12 mètres, on verra comment il va se comporter. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Merci, à très bientôt.